Qui a le charbon sur Terre? Alors, on dit souvent le charbon est bien réparti. Oui et non. Il y en a sur chaque continent, oui. Au sein de chaque continent, il est extrêmement mal réparti parce qu'en général, vous avez un ou deux pays qui concentrent la quasi-totalité du charbon. Voilà les 8 pays dans le monde qui détiennent à eux seuls plus de 90% du charbon mondial. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle très bien réparti. En tout cas, ça simplifie très fortement le problème des négociations climatiques, puisque, comme je viens de vous le dire, si on veut régler le problème du climat, il ne faut pas toucher au charbon. Ce qui veut donc dire qu'il faut convaincre ces 8 pays-là de ne pas se servir chez eux d'un charbon qui est chez eux. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le charbon est une énergie qui voyage très peu. Très peu. Donc, l'utilisation du charbon est une utilisation domestique. Domestique. Ça s'utilise chez soi. Pour faire de l'électricité au premier chef, les 2/3 du charbon mondial servent à faire de l'électricité. Donc, le problème des négociations climat, il est d'une simplicité biblique. Il faut convaincre les 8 pays qui sont là de ne pas utiliser chez eux le charbon qu'ils possèdent. L'énoncé est simple. Alors, je peux vous dire tout de suite que si on n'est pas au pays des bisounours, la conclusion très pratique que vous en tirez, c'est qu'il va falloir payer. Parce que vous avez un truc chez vous dont les autres vous demandent de ne pas vous servir, combien tu me donnes? Évident, c'est absolument évident. Donc les gens qui n'ont pas le charbon chez eux et qui ont envie de préserver le climat, on en fait partie, devront payer. Si on ne paye pas, il ne se passera rien. Alors ça, je vais passer parce que Hervé va en parler, ça aussi... ça aussi. Voilà, ça c'est juste pour dire qu'on va avoir beaucoup de surprises, parce que comme le système est compliqué, c'est absolument évident qu'on ne verra pas venir à l'avance tout ce que le système peut nous réserver comme surprise. Donc en fait, tous ces graphiques peuvent se résumer à la phrase que je viens d'évoquer. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que quand vous êtes dans un système compliqué, avec des boucles de rétroaction dans tous les sens et des processus semi-chaotiques, bien malin qui peut savoir ce que vous avez à l'arrivée. Donc on aura des surprises. Et l'Académie française ayant bien fait son travail, une surprise, c'est un truc que vous n'avez pas vu venir à l'avance. Juste, je rappelle ça. Et donc vous êtes démunis en termes de capacité de réaction, puisque c'est une surprise. Vous ne l'avez pas vu venir à l'avance. Donc il y aura des crises et des surprises. Voilà, et je vais finir par ça, dans le petit temps qui me reste, sur justement, est-ce qu'on peut remplacer ce qui pose problème par ce qui ne pose pas problème. Alors je vais recommencer ma règle de 3, mais cette fois-ci, je dis que le CO2 mondial est égal à lui-même. Ensuite, je vais le diviser et le multiplier par la quantité mondiale, par la consommation mondiale d'énergie. Je vais multiplier et diviser par le PIB mondial, et je vais multiplier et diviser par la population mondiale. Donc ce que je viens de faire apparaître, c'est que les émissions mondiales de gaz carbonique sont égales au produit de 4 termes. À droite, le domaine des démographes, ensuite celui de M. Jacques Attali, et ensuite le royaume des ingénieurs, c'est-à-dire l'intensité énergétique de l'économie. Combien est-ce que les ingénieurs sont capables de me faire des cafetières qui consomment moins, des ampoules qui consomment moins, des bâtiments mieux isolés, etc. Et combien est-ce qu'ils sont capables de me faire des dispositifs qui exploitent l'énergie de l'environnement en mettant moins de CO2 dans l'atmosphère. Je vais mettre le terme de gauche sous contrainte, et la contrainte que je vais lui coller, c'est l'objectif de Copenhague, 2 degrés. 2 degrés, ça veut dire que d'ici à 2050, les émissions de, là vous demanderez à Hervé pourquoi, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par 3 par rapport à leur niveau actuel. C'est un problème de robinet, il vous dira. Donc, on doit les diviser par 3. Alors, le et le sera, c'est qu'il y a un certain nombre de régions dans le monde où déjà à l'horizon de 2050, c'est à peu près ce qui va se passer parce que l'approvisionnement énergétique fossile importé ne sera plus disponible dans les mêmes quantités. Donc, de toute façon, vous en aurez moins. Alors, 50% de moins, 2 fois moins, 3 fois moins, je ne sais pas, mais vous en aurez moins. Et après, on va jouer au petit jeu qui est comment est-ce que je répercute la division par 3 du terme de gauche sur les termes de droite. Parce que le grand mérite d'une égalité, c'est que les deux termes doivent rester égaux. Alors, on va commencer par faire un sondage. Qui est partisan de régler le problème en divisant la population mondiale par 3 d'ici à 2050 ? Bon, donc il y en a 2 là-bas que je vais envoyer dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Voilà, la probabilité pour qu'on y arrive dans la joie et la bonne humeur ne me paraît pas extrêmement élevée. Alors, moi, je ne sais pas faire de projection démographique. J'ai compris que ceux qui faisaient ça, ils ont 2 potentiomètres sur lesquels ils jouent, le taux de natalité et le taux de mortalité, et hors holocauste, le taux de mortalité, ils ne le font pas passer à 15% par an. Voilà, ils ajustent un peu. Un scénario dans lequel les gens raisonnent souvent, donc je vais me caler dessus, non pas que j'y crois, mais il faut bien en prendre un, c'est que la population mondiale augmente de 30% d'ici à 2050. Alors ça, c'est hors grippe aviaire, chute de météorites, guerre thermonucléaire, enfin bon, voilà, un scénario. Vous êtes d'accord avec moi que si à gauche c'est divisé par 3 et qu'à droite j'ai commencé par multiplier par 1,3, les 3 termes qui restent, je dois les diviser par 4. Vous êtes d'accord?
Après, je vais faire un deuxième sondage. Qui est d'accord pour qu'on divise par 4 d'ici à 2050, y compris le budget du laboratoire qui nous accueille, le PIB par personne? Ah, il y en a moins que pour la population. C'est dommage, c'est beaucoup plus probable. C'est même assez probable, à mon avis, que ça prenne quelque chose. Mais pour le moment, on va imaginer qu'on sauve vos retraites. Je vous rassure, ça ne sera pas le cas. À cause de ça. Alors, 2% de croissance par personne et par an. Excel sait faire les intérêts composés, votre banquier aussi. C'est x 2,2 en 40 ans. Et si vous voulez faire du plus de la surenchère électorale, 4% par an, 4% par an, on va y arriver, c'est x 5 en 40 ans. Donc, on va rester dans le bas de la fourchette. Donc, on va se caler juste sur les promesses électorales du moment. Et 2% par an. Donc, je multiplie par 2,2, je multiplie par 1,3. J'ai donc, en gros, multiplié par 3,5. Je devais diviser par 3. Donc, les termes qui restent, en gros, je vais les diviser par 10. On est d'accord? Donc, messieurs les ingénieurs en charge de Magic Technique, divisez-moi ce bastringue par 10, s'il vous plaît, pour me continuer à prospérer tranquillement dans mon coin. Alors, on va commencer par regarder ce qu'a fait Magic Technique numéro 1. Et Magic Technique numéro 1, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous le remontre maintenant, 30% de mieux en 40 ans. Et imaginez qu'à l'échelle mondiale, on organise une augmentation de l'efficacité énergétique de l'économie, suppose qu'il y a une espèce de supradictature qui impose une hausse du prix mondial de l'énergie à tout le monde, parce qu'en fait, quand vous regardez macroscopiquement le système, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'y crois pas trop. Donc, on va dire que la prolongation tendancielle est mon hypothèse de base. À ce moment, ça veut dire que le terme contenu en gaz carbonique de l'énergie, qui intègre le développement du nucléaire depuis 50 ans, qui intègre le développement de l'hydroélectricité depuis 50 ans, qui intègre l'amélioration de l'efficacité des centrales, etc., eh bien, il a pris 10%, alors j'ai mis 30, en fait c'est 40 ans, et il faudrait qu'il soit divisé par un facteur 6 sur les 40 prochaines années. Qui y croit? Il y a un optimiste là-bas. Non, et alors, moi je vais vous renverser le problème. C'est évident que moins on en fait là, et plus on en fera là et là. C'est juste des maths. Hein. C'est juste des maths. Alors, toute la question sur nucléaire, pas nucléaire, éolien, pas éolien, hydro, pas hydro, etc., en fait, elle est dans ce genre d'approche, c'est-à-dire quelle est l'évaluation du potentiel que je fais, est-ce que je peux courir tous les lièvres à la fois, ou est-ce que je ne peux dépenser mon euro qu'une fois, et à ce moment, j'ai une allocation de l'efficacité, etc., etc. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de mener ce débat de manière approfondie aujourd'hui, mais il est là-dedans. Hein. Donc en gros, il faut passer de ça à ça. Non, j'ai juste, voilà. Alors il y a un moyen très facile de régler le problème du CO2, c'est la récession. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, le PIB par personne, si vous le faites baisser, hein, bah, ça soulage l'effort sur les autres termes. Alors voilà par exemple l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont perdu 10% de CO2 entre 2007 et 2009. Donc, au lieu de nous emmerder à faire des réacteurs nucléaires, je propose que nous multiplions les banques d'affaires en France et qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent. Ça ira beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Pourquoi on s'emmerde avec des tas de trucs dont les écolos ne veulent pas? Les écolos, je pense qu'ils veulent bien des banques d'affaires, des gens respectables, avec des belles cravates comme moi, et vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, la solution à tous nos problèmes, elle est là. Alors, encore une fois, c'est une semi-boutade. C'est bien comme ça que le système se régule si on ne s'occupe pas sérieusement de ce que je viens de vous évoquer. C'est comme ça qu'il se régule.